Ok. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre conférence intitulée Les audits sous le prisme de l'excellence, avantages, défis et profil idéal de l'auditeur. Donc, avec moi, Judicaël Niquez. Judicaël, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, Bonjour à tous et à toutes. Judicaël Blanc, dirigeant de Alpha Xata, société de conseil et d'accompagnement et principalement d'audit en cybersécurité et protection de l'information dans son ensemble. Merci beaucoup. Niquez. ok, merci Abdel, rebonjour Judicaël. Donc, Nikes Kwame, fondateur et consultant principal chez MKTech. Donc, intervenant aussi sur les mêmes lignes, on va dire que Judicaël, mais en plus de ça, voilà, évolue aussi dans l'intégration de solutions basées voilà, sur l'open source. Merci beaucoup. Donc, Abdelmek Nejir, CTO de Anadvise. Et puis, comme tout le monde ici, donc auditeur certification, formateur, PSV et consultant, bien sûr. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va voir, comme vous voyez, donc, présentation des participants qui est déjà fait, rôle de l'auditeur, type d'audit, mission, objectif bien fait de l'audit, challenge et impact, profil idéal, à savoir les compétences et l'expérience, et finalement la clôture de cette conférence. Donc, commençons par le rôle de l'auditeur. Donc, je commence par une thèse. Donc, comment tu définis en fait le rôle de l'auditeur? D'accord. Donc, déjà, pour faire simple, il faut, j'allais dire, brièvement définir ce que c'est que l'audit même. Donc, je vais éviter au maximum d'employer des terminologies techniques. Voilà, donc c'est juste de mesurer en fait les écarts entre ce qui est fait et ce qui est censé être fait sur la base en fait d'un référentiel. Et donc le rôle de l'auditeur sera principalement de s'assurer que justement le client de l'audit ou l'audité est conforme justement aux différents critères qui vont animer sa mission d'audit. Merci beaucoup, Judicaël. Comment ça? Effectivement, je souligne et je plus sois ce que vient de dire Nicaise. Et le principe de l'audit, déjà, dans le terme latin, c'est écouter. Donc, on va établir, en fait, de façon la plus impartiale possible, des constats sur la base de preuves. Et pour effectivement déterminer s'il y a des écarts entre ce qui doit être mis en place, ce qui est exigé dans les différents référentiels, et ce qui est réellement mis en place, avec tout un aspect, je dirais, de suivi, de gestion des processus. Voilà, avec les rôles, les responsabilités, qui doit faire quoi, comment, à quelle échéance, comment est-ce que c'est planifié, etc. Et cette partie-là, voilà, là, c'est vraiment le rôle de l'auditeur, c'est vraiment de pouvoir déterminer ces écarts-là pour, selon les objectifs qu'on verra tout à l'heure, mais pour vraiment déterminer, voilà, déterminer ces constats sur la base de preuves. D'accord, merci beaucoup. Donc, oui, effectivement, Judicaël, donc audit vient de lui, donc d'écouter. Mais en fait, pour aujourd'hui, donc on a des solutions qui font l'audit automatisé, on va dire, pour par exemple les audits de configuration. Donc là, on ne parle plus d'audit qui se base sur l'écoute. Mais voilà, on ne peut On pas est, appeler. ça fait un peu plus contrôle pour le coup. C'est d'ailleurs la différence entre audit et contrôle. Ouais, exactement. Et du coup, quels sont les types d'audits? Donc, je commence par toi, Judicaël, toujours. Donc, Mais, on connaît les filières d'audit interne, externe. voilà, déjà, il faut d'abord déterminer les objectifs. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on cherche à auditer? Est-ce qu'on va être sur un audit financier, un audit de sécurité de l'information, par exemple, un audit de système de management, un audit de processus métier? C'est vraiment la première étape, en fait, à déterminer qu'est-ce qu'on cherche à auditer. Et là, après, on va avoir justement ces différents types. Il peut y avoir généralement ce qu'on appelle les audits internes, de manière générale, où ça peut être quelqu'un intérieur, hein, membre de l'organisme en question. C'est toujours bien d'avoir, de faire intervenir un intervenant extérieur, parce qu'il y a vraiment cet aspect d'objectivité qu'il est fondamental de garder, et que il peut toujours y avoir, s'il y a une relation hiérarchique entre l'auditeur et l'audité, euh, un côté potentiellement biaisé de l'audit. Ça ne veut pas dire que ça le sera forcément, hein, mais que tout simplement, cet aspect, le but, comme on le disait à l'instant, c'est de déterminer des constats, des écarts. Et s'il y a une relation hiérarchique, on va avoir tendance à minimiser les écarts. Hein, le dirigeant, il n'aime pas trop quand on lui dit que ça, c'est pas conforme, ce n'est pas
dans la bonne voie du référentiel, alors que c'est un peu le principe d'un audit, on ne dit pas ce qui va bien, on relève justement ce qui manque. D'accord, et je reviens toujours sur le point de type d'audit. Donc, Nicaise, donc on sait déjà qu'on a un audit externe, audit interne, donc audit second party, third party. Donc, c'est quoi la différence entre, par exemple, un audit régulatoire, un audit de conformité, un audit de certification et un audit, par exemple, interne? Ok, donc la différence déjà entre un audit de certification et les autres types d'audits. L'audit de certification fait partie de la famille des audits de tierce partie. Voilà, donc c'est une autorité indépendante qui viendra s'assurer de la conformité de l'entreprise auditée sur la base d'un standard, d'une norme, voilà, et va lui donner maintenant la certification. Je vais donner des anciens qu'on entend souvent parler d'entreprises certifiées ISO 9001, ISO 27001. Voilà, ça, ce sont des audits de tierce partie. Après, il y a les audits de seconde partie qui, eux, sont, j'allais dire, beaucoup plus de l'ordre des régulateurs. Très souvent, ce sont les régulateurs parce que, je prends cet exemple parce qu'il est plus parlant en fait. Le régulateur est en réalité le porte-voix, j'allais dire, de la population, ou bien en tout cas des acteurs en fait d'un secteur d'activité. Donc ce régulateur-là viendra de façon périodique en fait s'assurer que tous les intervenants dans sa chaîne de valeur en fait sont conformes avec la réglementation. Voilà, donc ça, ce sont des audits de seconde partie. Et on a les audits de première partie, comme je le disais, qui rentrent en fait, sinon qui concluent justement tout ce qui est audit interne. Et ces audits internes-là peuvent être soit faits en interne, même par un intervenant interne, un auditeur interne. Mais comme Judicaël l'a relevé tout à l'heure, il y a énormément de risques de biais, de conflits d'intérêts. Et ce serait plus intéressant que ce soit fait justement par une personne, voilà, ou bien une entité externe, voilà, de sorte à avoir une certaine objectivité. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. Et du coup, en fait, pour les bienfaits des audits, donc pour l'audit de conformité, je peux lui dire en fait que donc on aura la certification, c'est pour ça en fait qu'on commande un audit de certification. Pour l'audit régulatoire, donc c'est pour plus s'assurer qu'en fait le bon déroulement, oui, l'application des lois applicables, par exemple, comme GDPR ici en France ou comme HDS, par exemple. Donc voilà. Et du coup, donc pour chaque type d'audit, quels sont les challenges? Commençons par l'audit de certification. Donc je commence par Ducaël. En tant qu'auditeur de certification, quels sont les challenges auxquels tu fais face? Alors, pour le coup, effectivement, l'objectif final d'une organisation qui se lance dans une démarche de certification, c'est d'obtenir justement ce certificat. Donc, le but étant de mettre en place justement, je vais parler par exemple de la norme ISO 27001, mais ça s'applique un petit peu à l'ensemble des normes de manière générale. On va être vraiment sur l'audit d'un système de management, voilà, de la sécurité de l'information. Donc, on va auditer les différents process qui sont mis en place pour assurer un niveau de sécurité de l'information conséquent. Et le challenge, à la fois pour l'auditeur et à la fois pour l'audité, c'est que ça soit justement le plus représentatif de la réalité. Et on peut parler en exemple de cette relation de confiance qu'il faut absolument avoir, dans le sens où il ne faut pas maquiller pour l'auditer des processus qui sont un peu bancals. On va prendre l'exemple parfait de l'imprimante. Voilà, il y a une exigence qui dit voilà, il ne faut pas laisser traîner de documents sensibles sur les imprimantes. Le jour de l'audit, bien évidemment, on sait très bien qu'il n'y aura pas de papier parce que la veille, tout aura été vérifié. Voilà. Donc ça, c'est aussi indirectement un challenge. Le challenge, il est là, c'est d'avoir cette relation de confiance et le challenge qui oriente vers l'impact derrière pour l'organisme audité, c'est que obtenir une certification va lui permettre d'être compétitif. Parce que c'est une déclaration un peu sur l'honneur, comme quoi nous avons mis en place des mesures de sécurité, nous avons un système de management qui est suivi régulièrement et dans lesquels on apporte, on va dire, ces différentes évolutions pour que ça soit pertinent. Et donc derrière, ça donne une nouvelle relation de confiance, cette fois, mais par rapport aux clients potentiels de cet organisme-là. D'accord, Nicaise. D'accord, donc
Je vais dire toujours dans la même veine que Michael. Le challenge, justement, c'est pour l'auditeur, pardon, surtout ce soir, j'allais dire d'aller chercher la poussière sous le tapis. Parce que justement, avec l'exemple qu'il vient de donner, à la veille de l'audit, c'est clair qu'on va retirer tous les documents sensibles des imprimantes. Donc, il faut, j'allais dire, avoir une démarche non seulement objective, mais avoir quand même une certaine hauteur, une certaine vision, en fait, justement pour aller rechercher cette poussière-là qui est cachée sous le tapis. Parce que, bon, pour avoir mené pas mal d'audits, tout comme Judicaël, c'est clair que rarement on arrive chez un client et l'équipe est nickel. Ça, c'est... Bon, je ne suis jamais tombé sur un client comme ça, d'ailleurs. Je ne suis jamais tombé sur un client comme ça. Il y a toujours quelque chose à trouver. Mais l'idée n'est pas tant d'aller chercher la petite bête. L'idée n'est pas tant d'aller chercher la petite bête, sinon ça va faire perdre du temps en fait, à l'auditeur dans sa mission. Il ne pourra pas en fait, passer en review, boucler en fait, tous ces points. L'idée n'est pas d'aller chercher la petite bête, mais lorsqu'on a une piste, il faut s'assurer qu'elle est bonne et il faut la suivre jusqu'au bout. Et être totalement impartial en fait. Parce qu'en même temps, l'entreprise ne monte pas de blanche en disant qu'elle s'est fait auditer et qu'elle est certifiée. Derrière, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est un auditeur qui a donné sa recommandation favorable pour la certification. Et donc, si au fil de l'eau, on se rend compte qu'il y a eu des biais ou des problèmes où l'auditeur, en fait, a, en guillemets, maquillé les imperfections du système de management ou du périmètre audité, en fait, il va de lui-même sa réputation. Donc, c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire très attention lors des missions d'audit. Et c'est même valable, en fait, pour n'importe quel type d'audit. C'est valable pour n'importe quel type d'audit. Même un audit interne qui est mené par des acteurs internes, si l'audit de certification ou un audit externe vient relever des manquements graves, des biais graves, voilà, il en va de la crédibilité des auditeurs internes même, vis-à-vis, en fait, justement, du top management. Donc, c'est un élément qui est très important, en fait. Et donc, en fait, parce que l'idée, en fait, c'est justement de définir en quelque sorte le rôle de l'auditeur dans notre audience. Et du coup, en fait, quels sont les challenges, genre, en fait, les difficultés que chaque auditeur fait face le jour de l'audit, par exemple. Donc là, je veux parler par exemple, des audités qui essaient de gagner du temps, qui ne sont pas collaboratifs. Donc, c'est ce genre de difficultés. Donc, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque chose comme ça? Oui, justement, ça rejoint Abdelmalek, effectivement, ce que tu soulignes est très juste. Ça rejoint les objectifs justement de l'audit et derrière les objectifs de l'audité. Oui. Parce que l'audité, lui, ce qu'il veut, c'est juste la certification et voilà, le reste, on déclare, mais on ne fait pas réellement. Voilà, non, l'idée d'une vraie démarche de certification, donc d'avoir cette idée d'auditer justement cette compétence ou du moins ce niveau de sécurité ou ce niveau de maturité de système de management plutôt, de l'auditer, c'est d'agir en toute transparence. C'est que le déclaratif soit le plus transparent, le plus vrai, le plus sincère possible. Parce que, effectivement, comme disait Nicaise, le fait d'aller cacher la poussière sous le tapis, c'est déjà biaisé. Vous voyez ? Et cet aspect-là, l'objectif, généralement, lorsqu'on fait un audit, c'est de pouvoir faire progresser ou améliorer l'existant. Donc, derrière, le challenge, il est là aussi, effectivement. Si l'audité, déjà, ne joue pas le jeu, l'auditeur ne va pas pouvoir être efficace parce qu'il y aura un manque de transparence. Et là, on rentre justement dans le côté dans le côté de chercher la petite bête parce que ça manque tellement de transparence, malheureusement, qu'on n'arrive pas à avoir les informations qui permettent d'établir les preuves et donc derrière les constats. Donc là, en fait, on parle de l'audit en tant qu'organisme, mais en fait, là, au sein de l'organisme, il y a en fait des petits conflits d'intérêts entre, par exemple, les différents interlocuteurs. Donc oui, l'organisme veut certifier ISO 27001, il a fait le tout pour être certifié, mais on trouve, par exemple, un administrateur système qui n'a pas bien fait son boulot. Et du coup, en fait, c'est lui qui va générer un peu des petits problèmes. Genre, en fait, soit il n'est pas collaboratif, soit il s'absente, ou bien il n'avance pas, en fait, les preuves demandées à temps, etc., etc., etc. Absolument, parce que c'est d'où l'idée de planifier, justement, avec les différentes interviews. Je pense qu'après, je laisserai Nicaise parler sur ce sujet-là, mais le principe d'interviewer, justement, les parties prenantes, de vérifier la sincérité des déclarations, c'est facile de dire
tous les utilisateurs, aucun n'a les droits administrateurs. Et là, on se rend compte, sur base justement de preuves, qui nous permet d'établir le constat que ce n'est pas le cas. Et là, effectivement, on peut avoir des fois... Alors, j'ai très peu rencontré ce type de cas, hein, mais la mauvaise volonté de la part des parties prenantes de l'audité en matière de disponibilité, effectivement, là, en fait, le système, même, en fait, on ne l'utilise pas, etc., etc. Donc, j'ai très, très rarement eu ce cas de figure-là, mais c'est vrai que ce sont des difficultés qui peuvent être rencontrées. Nicaise, un commentaire? Oui, effectivement, ces difficultés sont rencontrées lorsque le top management ne communique pas suffisamment sur les objectifs de l'audit. C'est dans ce genre de situation-là, voilà, qu'on finit par se retrouver. C'est juste un problème de communication, en fait, venant du top management. Peut comprendre justement à l'entièreté des personnes auditées que cette mission s'inscrit en fait dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. Mais la plupart du temps, en tout cas, je parle plus du côté Afrique subsaharienne, des missions que j'ai eu à effectuer, il fallait même l'auditeur, pardon, était dans l'obligation plus ou moins de faire une sorte de petite pédagogie à l'audité pour lui faire comprendre que non, on n'est pas dans l'optique de venir sanctionner ou voilà. On est plus dans l'optique en fait de faire améliorer le système, de faire évoluer le système. Et les constatations faites, ou bien les constats faits, les rapports qui vont en découler en fait sont totalement anonymisés. Donc, on ne va pas citer nommément, voilà, dans un rapport X ou Y sur la base de ce que c'est lui qui a par exemple mal fait les configurations au niveau de l'annuaire AD par exemple. Donc l'auditeur a quand même doit avoir quand même adopté, un petit rôle de pédagogue. Mais le gros du travail doit se faire normalement par le top management ou le mandant de l'audit. Voilà, qui doit suffisamment communiquer sur les raisons de l'audit et les objectifs et les résultats attendus de cet audit, de sorte à mettre l'entièreté justement des parties intéressées en confiance. Merci beaucoup. Donc, il nous reste l'audit interne et les audits seconde partie, donc à savoir en fait, les audits de clients, bien de fournisseurs. Donc, on commence par l'audit interne. Quelles sont les difficultés, les challenges du KM? Qui veut commencer? Je commence. Vas-y, Nicaise. Oui. Parce que j'ai une autre vie aussi d'auditeur interne. Je suis passé par là. En fait, le gros challenge de l'audit interne reste le conflit d'intérêts. C'est le plus gros des challenges parce qu'on fonctionne dans une entreprise voilà, qui évolue de façon dynamique et harmonieuse. Voilà, on ne peut pas se mettre à l'écart en fait du reste du personnel. Donc, on a forcément un certain relationnel avec certains collègues, ainsi de suite. Et lors des missions d'audit, il faut pouvoir garder son impartialité et son objectivité. Et c'est ça le gros challenge pour l'audit interne. C'est même pour ça que peut-être Judicaël disait tout à l'heure qu'il était intéressant pour les missions d'audit interne de contacter une structure externe pour mener la mission. Parce que en interne, ça finit par créer un gros biais. Donc là, il y a toujours dans des résultats de la poussière cachée sous le tapis. C'est vrai. Ça ne manque pas dans un audit interne réalisé par des audits. Après, pour des méga structures, c'est un peu plus aisé parce que voilà, les collaborateurs n'ont pas le temps ou les collègues n'ont pas le temps de se voir. Ils ne se voient pas souvent. Groupe filial, donc quand l'audit vient du niveau groupe, c'est beaucoup plus objectif. Voilà, c'est beaucoup plus objectif. Mais pour des entreprises, j'allais dire, de petite taille, voilà, tout le monde se connaît, on se voit à la cafette, on prend le déjeuner ensemble, quelquefois on fait l'apéro. Voilà, après, je me retrouve face à Judicaël, lui poser 1001 questions. C'est clair que je ne serai pas impartial. On reste des êtres humains. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et effectivement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le principe. Il est possible de réaliser les audits internes avec les membres de l'entreprise. C'est absolument pas une problématique. Mais je trouve personnellement qu'il y a un gain d'intérêt. Enfin, il y a vraiment une efficacité de faire appel justement à une structure externe qui, là, sera vraiment, on est sûr, 100% impartial. À moins que l'auditeur aille faire des barbecues le week-end chez le dirigeant.
Mais de manière générale, je te rejoins aussi sur l'aspect communication. Le top management, la direction, doit vraiment définir ses objectifs et les communiquer de façon à faire comprendre que cette orientation, amélioration, progression est dans les objectifs de l'entreprise et que ça soit connu comme de la part de tous les membres d'entreprise, comme une force supplémentaire, un engagement à de la qualité, à quelque chose de qualitatif, que ce soit sur les processus métiers, que ce soit sur les processus de management, de manière générale. Voilà, et d'ailleurs, il y a un process, on en parlera un petit peu après, je pense, sur les parties expérience, mais il y a la partie RH qui est déjà quelque chose de très, très important, qui est toujours malheureusement sous-estimé. Parce que, voilà, quel est le lien entre les RH, l'IT, donc l'informatique, les équipes techniques, projets, etc. Il y a toujours cette problématique-là. Donc là, on peut avoir aussi rencontré cette difficulté-là de pouvoir en fait mobiliser les parties prenantes qui sont, dont le rôle n'est pas forcément connu ou bien connu en matière de système de management. Et c'est vrai que l'audit interne permet d'harmoniser un peu tout ça derrière, de réorganiser. Il y a cet aspect conseil qu'on va pouvoir faire pendant un audit interne qui ne pourra pas être fait pendant un audit de certification. Et ça rejoint cet aspect pédagogie dont tu parlais, Nicaise. Et j'insiste un peu plus sur la partie direction. Il faut que la direction définisse clairement ses objectifs, qu'elle les communique par le biais, après, de la DSI, du RSSI, du RSMSI, et qu'il y ait cet aspect, justement, ça rejoint les difficultés, cet aspect un petit peu détaché dans les rôles et dans les fonctions. Mettre quelqu'un qui est chef d'orchestre sur un système de management sous la hiérarchie de la DSI, par exemple, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on va avoir une orientation, voilà, on va avoir une orientation système de management qui va s'opposer directement en frontal à de la technique et à de l'opérationnel. Ça rentre vraiment dans les difficultés dont on parlait tout à l'heure. Donc, je reviens sur le point qu'abordait Nicaise, en fait, le fait de ramener de la consultance en fait, externe pour faire l'audit interne. Donc, oui, on peut le faire pour avoir peut-être une idée sur la conformité de nos processus. Mais pour l'audit interne, je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu en fait le processus audit interne, bien la fonction audit interne qui est externalisée à 100%. Parce qu'en fait, c'est un processus qui est continu, qui se fait durant l'année. Donc, voilà, après, je ne sais pas. Je ne recommande pas de toute façon de l'externaliser, mais pour l'audit interne, en fait, dans le sens où faire un audit quelques jours pour avoir une idée, donc ça reste la meilleure solution pour moi. Parce que sinon, il y a d'autres challenges qui se rejoignent. C'est en fait, surtout en fait, le manque d'autorité de l'auditeur. Des fois, s'il n'a pas le rank, et en fait, le grade nécessaire, le pouvoir nécessaire pour aller voir les gens, notamment là où on a du management horizontal, donc le cas des grandes entreprises. Donc là, ce n'est pas évident d'aller faire l'audit interne au sein de la boîte. Donc la meilleure des choses, c'est de ramener un consultant externe qui va faire l'audit de A à Z. Donc voilà. Alors, pour l'audit des clients, des fournisseurs, quels sont les challenges? Tu veux commencer? Je laisse la main à Jusqu'aël. En matière challenge et profil de l'auditeur, un petit peu, c'est ça Oui, c'est surtout le challenge de l'auditeur lors des audits des clients, bien du fournisseur. Ben, alors, je dirais que déjà, en fait, de base, l'auditeur, il ne vient pas comme ça. Il ne vient pas sans une méthodologie. Voilà. Il faut savoir qu'il y a même une norme, enfin, il y a même des normes concernant, par exemple, la norme ISO 19011 qui va fournir, on va dire, les lignes directrices pour l'audit de système de management. Donc, on répond quand même déjà à un référentiel en tant qu'auditeur à proprement parler, hein, dans le savoir-être. On a aussi la 17021 qui spécifie les principes et les exigences par rapport aux compétences, à la cohérence et puis à l'impartialité justement des organismes de certification, par exemple, qui procèdent à des audits. Donc, on part déjà avec une méthodologie déjà bien établie. Voilà. Et ça peut, je pense, rassurer le top management parce que effectivement, on va donner accès à des secrets d'entreprise à quelqu'un potentiellement donc externe qu'on ne connaît pas.
Et là, tout de suite, il faut vraiment établir cette relation justement de confiance dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir dire, OK, et là, on a un système de management à auditer. La transparence et la confiance sont les maîtres mots. Et derrière, ça joue sur les compétences de l'auditeur. L'auditeur va être compétent de par son expérience. Il faut qu'il ait une expérience dans le domaine, en tout cas, du système de management qu'il va auditer. Et je pense que c'est une plus-value. La grille, la méthodologie sur tous les systèmes de management, par exemple, est quasiment identique. Mais de connaître le sujet, le domaine dans lequel on audite, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Nickel. Oui, je suis totalement d'accord avec Michael. En fait, devenir auditeur de management, le système de management, pardon, requiert un certain cheminement et une certaine expérience. Donc, le fait même d'être affilié à, j'allais dire, une autorité de certification, on a démontré initialement qu'on a déjà, j'allais dire, de la bouteille dans le milieu de l'audit. Et spécifiquement pour la norme pour laquelle on voudrait justement devenir auditeur de certification. Et comme il a dit aussi, sans vouloir répéter totalement, c'est basé sur deux grandes normes essentielles qu'il a citées tout à l'heure. C'est un plan de formation qui est, sinon un parcours qui est quasiment identique pour les auditeurs de système de management. Après, oui, il faut vraiment avoir une certaine expérience déjà dans le domaine qu'on souhaiterait auditer pour justement percevoir plus facilement, non seulement tout ce qui concerne l'importance relative, tout ce qui concerne, j'allais dire, les pistes d'audit intéressantes à suivre. Je dis, je rentre dans un domaine bancaire, je ne vais pas forcément, je ne sais pas moi, aller regarder les processus liés au service client, non. Je vais me concentrer d'abord sur le core banking. Parce que c'est le cœur de métier, en fait. Donc, je ne vais pas aller gaspiller mon énergie et mon temps, en fait, sur, j'allais dire, le processus de gestion clientèle. Après, si j'ai suffisamment de temps pour aller regarder ce processus, oui, pourquoi pas, je le ferai. Et comme Jusqu'à l'a dit, les audits, tout audit est limité dans le temps. Surtout pour les audits 27001 qui sont extrêmement lourds. En fait, ce sont les audits les plus lourds même concernant les systèmes de management. Ils sont extrêmement lourds. Donc, il faut être vraiment précis et avoir une méthodologie tout aussi précise, j'allais dire. Voilà. Oui, de toute façon, c'est la norme la plus compliquée du monde jusqu'à aujourd'hui, la 27001, avec ses annexes. Oui. Il faut savoir rester pragmatique, en fait. Dans un audit, il faut être pragmatique. On gagne en efficacité. On adore tomber sur des déclarations d'applicabilité toutes petites comme ça. Voilà. C'est possible de le faire, de toute façon. Il faut absolument, de toute façon, c'est ça la réelle valeur ajoutée d'un audit. Déjà, lorsqu'un organisme va demander à se faire auditer, il sait très bien qu'il ne va pas y avoir des bonnes choses qui vont être relevées. Donc, pour ne pas tomber sous la coupe, justement, contrôle, comme un contrôle fiscal, par exemple. Là, on sait, par exemple, que ce n'est pas bon. Hein, où on a déjà une appréhension. Et pour ne pas tomber, justement, dans cet aspect, je dirais, contrôle, voilà, il ne faut pas tomber dans cette phase de contrôle. C'est vraiment important d'être pragmatique. Effectivement, je te rejoins totalement, Michael, la partie relation clientèle, alors que tu es sur un système de management de la sécurité de l'information, ça va être beaucoup plus important de savoir comment les commerciaux, par exemple, vont traiter l'information, plutôt que de savoir si le client est satisfait, il y a un feedback, un formulaire de la qualité du service rendu. Et c'est vraiment cette plus-value-là de l'expérience de l'auditeur dans le domaine, de savoir justement où aller piocher ou du moins s'orienter le plus pertinemment possible pour pouvoir sortir les meilleurs résultats derrière. Donc, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ma phrase, mais on peut dire que l'audit interne, l'audit certification, c'est pour l'audité, c'est pour le bien de l'audité, et les audits régulatoires et les audits de clients, de fournisseurs sont contre l'audité. Oui et non, dans le sens où, si on prend l'exemple de la 27001 de la gestion du SMSI, il est
possible pour l'organisme qui est certifié, pour le coup, sur cette norme-là, il est presque en mesure d'exiger de ses fournisseurs, de ses partenaires, qu'ils aient aussi un niveau de sécurité de leur SSI aussi élevé que le leur. Donc, voilà, il y a tout de suite un côté exigence contractuelle derrière qui peut très très vite rentrer dans la partie, j'ai envie de dire, et qui derrière, c'est pour ça que je soulignais cet aspect-là, permet de rester compétitif. Si vous avez deux entités qui produisent le même service, il y en a une entité qui est certifiée et l'autre qui ne l'est pas, elle va avoir plus de chances, plus d'opportunités d'obtenir les marchés. Exactement. Je suis d'accord. Quelque chose à dire, Nicaise? On passe. Peut-être un petit truc, oui. C'est que c'est pour étayer même, j'allais dire ce que Judicaël vient de nous expliquer. C'est que en mai dernier, effectivement, j'ai mené l'audit de certification d'un client basé en Tanzanie, mais qui en réalité se faisait certifier, c'était, j'allais dire, contractuel. Il intervient dans le domaine de la cybersécurité et dans le développement logiciel, mais un gros client en fait lui exigeait qu'il soit certifié 27001 et donc c'est comme ça qu'il a lancé son processus, j'allais dire de certification jusqu'à ce que je vienne mener l'audit de certification. Donc, effectivement, ce que Judicaël dit est très juste. Ça a fini par créer en fait une sorte de cercle vertueux. Voilà, parce que moi, je ne vais pas accepter en fait de travailler avec des prestataires, des sous-traitants ou des fournisseurs qui n'ont pas un certain niveau de sécurité ou bien qui ne me garantissent pas un certain niveau de sécurité, en tout cas sur le périmètre sur lequel nous échangeons. Je ne vais pas accepter de mettre en risque mon système de management, donc mon business, pour un prestataire en fait qui ne veut pas se conformer à mes conditions. Donc, ça finit par obliger aussi les partenaires à se certifier. Ça finit par nous mettre dans une sorte de cercle vertueux. Mais en fait, tu vois, tu as interagi en tant qu'auditeur de certification pour tes clients, n'est-ce pas? En tant qu'auditeur. Tu as intervenu en tant qu'auditeur de certification. Oui. Voilà. En tant qu'auditeur de certification. Mais en fait, voilà, donc toi, en tant qu'auditeur de certification, tu es allé pour auditer leur conformité à la ISO 27001, qui est bien pour eux. Mais si le client, c'est lui qui va auditer ton client, ça ne serait pas le même niveau d'amabilité, on va dire. Il en a la possibilité, justement. En réalité, le fait d'exiger, pour une entreprise d'exiger à son prestataire ou à son partenaire de se faire certifier, ce qui est sous-entendu, c'est que certifie-toi, donc l'autorité de certification viendra mener des audits de surveillance, des audits de suivi, le cas échéant si des non-conformités ont été découvertes, et des audits de recertification. Donc, il dérisque en logeant pour le travail en fait au niveau de l'autorité de certification et en faisant payer en fait son prestataire pour ses lignes. Après lui, si on n'est pas dans un monde de système de management, on a la possibilité pour certains sujets, par exemple, je prends notamment le CMMC, Cyber Security Maturity Model, voilà, qui est une exigence en fait du département américain de défense pour tout prestataire ou tout sous-traitant qui voudrait intervenir avec eux. Donc, sur la base de ça, en fait, il y a des autorités ou des structures accréditées pour venir justement mener l'audit pour le compte du département américain chez ses différents partenaires, suivant justement le niveau de maturité, bien entendu. Donc, on a la largesse en fait de commander un audit chez l'un de nos prestataires pour nous assurer que ces process sont toujours matures. Donc, in fine, qui nous garantit en fait une certaine qualité de service ou une qualité en fait dans les produits qu'on met à disposition. Et merci beaucoup. Alors, selon vous, quel est le profil idéal pour un auditeur? Donc, quelles sont les compétences, quelles sont les expériences? On commence par les compétences. Qui veut commencer?
Je veux bien commencer, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, l'audit, c'est écouter. Donc, principale compétence, c'est écouter. Voilà. Écouter ce que les audités ou les parties prenantes ont à dire. Bon, effectivement, il faut d'abord poser les questions. Il faut planifier les entretiens, les interviews avec les différentes parties prenantes et définir en fait des questions pour pouvoir mener un échange qui va justement pouvoir permettre d'établir ces différents constats. Et la qualité, une des qualités principales, je pense, de l'auditeur, ça va être sa disponibilité aussi. Et s'adapter à l'organisme qui est audité parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, la frontière entre audit et contrôle est tellement fine que dans le conscient des audités, ils peuvent très, très rapidement se dire « je me fais contrôler mes processus métiers ». Alors que ce n'est pas du tout le but. Et l'aspect, justement, de la qualité de l'auditeur quand je disais disponibilité, c'est qu'il puisse s'adapter en matière de calendrier, lorsque le plan d'audit est rédigé, de s'adapter à la disponibilité des parties prenantes des intervenants. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, le maître mot de l'organisme, c'est d'être productif, c'est que ça fonctionne, c'est de pouvoir produire quelque chose et il ne faut pas qu'un audit vienne interférer, on va dire, sur la partie un peu opérationnelle du fonctionnement de l'entreprise. Et ça, je pense que ce sont vraiment des compétences au niveau de l'auditeur qui sont vraiment, vraiment fondamentales, d'où l'aspect justement pédagogique un petit peu, surtout sur un audit interne, où bien faire comprendre que l'auditeur est là, pas pour vérifier si le travail est bien fait, mais si le système de management est viable, est mature, est suivi et qu'il répond aux exigences pour lesquelles l'organisme veut se faire certifier. Nikes, compétences, Je qualité. pense que Jikaël a super bien exposé sur cette ligne de compétences-là. Oui, en termes de disponibilité, donc en termes d'agilité. Voilà, en fait, les grosses compétences recherchées ne sont pas, j'allais dire, des hard skills, mais plus des soft skills. L'auditeur, en fait, doit avoir énormément de compétences interpersonnelles, surtout sur des questions, en fait, justement, de gestion de conflits. En fait, il doit avoir suffisamment de recul, il doit prendre suffisamment de recul, en fait, lors de ses missions d'audit, parce que l'audité, se sentant offusqué, va se défendre d'une manière ou d'une autre. Donc, il risque, en fait, d'avoir des écarts de langage, c'est déjà arrivé dans des missions, des écarts de langage, ainsi de suite, à l'auditeur de garder son sang-froid et de faire comprendre de façon claire, en fait, à l'audité qu'il n'est pas là pour lui faire la police, mais juste pour l'accompagner pour que, justement, son système de management évolue. Donc, des points d'issue d'audit. Voilà, donc... Des fois, c'est la police qui fait l'audit. Voilà. Donc, l'auditeur, en fait, c'est quelqu'un qui doit avoir énormément de soft skills, énormément de compétences interpersonnelles. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter. D'accord. Donc, prenons l'exemple de la ISO 27001 spécifiquement, parce que je pense qu'on la maîtrise nous les trois. Donc, est-ce qu'il faut forcément voir des compétences en la matière de ISO 27001 ou pas? Donc, par exemple, si on prend un auditeur de la 9001, est-ce qu'il peut venir auditer la 27001? Il peut, parce que c'est basé sur un standard, un référentiel. L'idée, en fait, de la mission d'audit, c'est qu'il faut que l'auditeur comprenne que il ne doit pas centraliser le travail, sinon les activités d'audit. S'il n'a pas de compétences, j'allais dire, techniques, parce que lorsqu'on va rentrer dans les mesures de l'annexe A, ça va devenir un peu compliqué. Il pourrait se faire accompagner justement par ce qu'on appelle voilà, un référent technique. Voilà, moi, j'ai eu à assister à des missions d'audit. Là, j'étais plutôt audité même, où voilà, l'auditeur n'est pas informaticien, il ne connaît vraiment pas, c'est un qualiticien à la base. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait accompagner par toute une équipe technique, voilà, qui a mené justement la collecte de prix sur les aspects techniques. Après,
de son expérience d'auditeur de façon générale, sur la base des éléments qui lui sont transmis, il sait maintenant dresser ses constats. Voilà, sinon, des clauses 4, de la clause 4 à la clause 10, nous-mêmes qui sommes certifiés 27001, pouvons aller utiliser facilement sur 22301, 9001, 14001, voilà. C'est fondamentalement les mêmes choses. Après, la spécificité de la 27001 va venir de son annexe A. Donc, des 93, des 93, des 93 exigences. Oui, donc en fait, je pense qu'il faut quand même avoir un peu de technicité, pas technologiquement, mais en fait technique de la 27001. Là, je parle par exemple du contrôle qui s'appelle Segregation of Duties, c'est quoi en français? C'est séparation des tâches. Donc là, par exemple, si l'auditeur ne fait pas un peu de 27001, ne fait pas en fait un peu de l'organisationnel dans le sens où il gère un peu la norme ISO 27001, donc je pense qu'il ne saura pas à quoi ça ressemble un contrôle séparation des tâches. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on nous répond avec, voilà, on a les job desks, les descriptions de poste, alors que ça ne répond pas en fait au contrôle. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir un peu de recul sur la norme ISO 27001 ou autre. Et pour les expériences, donc, qu'est-ce que vous recommandiez pour un auditeur junior comme expérience? Nickel, j'en prie. Ok. Donc, je vais partager peut-être la mienne. Ce n'est pas forcément quelque chose d'absolu, mais ça pourra peut-être, j'allais dire, aiguiller l'audimat. C'est vrai que depuis très longtemps, je m'intéressais à l'audit, mais avant d'y aller, j'avais compris qu'il fallait acquérir des compétences, des hard skills, justement dans le domaine voilà, qu'on souhaiterait auditer. Donc, notamment pour moi, avoir des compétences, je ne sais pas, en administration réseau, des compétences en développement, des compétences en administration système, voilà, et puis progressivement avoir la couche transversale liée à la partie sécurité de l'information, cybersécurité, ainsi de suite. Et c'est sur la base de ça maintenant que j'ai suivi mon cursus maintenant pour devenir auditeur. Du coup, lors d'une mission d'audit, en fait, j'ai rarement des biais. J'allais dire, j'ai une vue 360, que ce soit sur la partie organisationnelle, voilà, de la mission d'audit, et sur la partie totalement technique. Voilà, donc il faille que, pour faire le parallèle, pardon, avec la gestion de projet, quelqu'un qui est certifié gestionnaire de projet est censé pouvoir gérer, pardon, n'importe quel type de projet dans n'importe quel secteur d'activité. Mais il sera plus performant s'il a déjà évolué dans le secteur d'activité pour lequel, en fait, il est en train de piloter ou diriger le projet. Donc, c'est pareil aussi pour les audits. L'audit même étant un projet en réalité. Une mission d'audit est un projet en réalité. Donc, il faille que l'auditeur puisse avoir des compétences, j'allais dire en guillemets, techniques, en fait, dans le domaine pour lequel il souhaiterait justement mener des missions d'audit. Ça le rendra plus efficace. Je rejoins totalement ce que dit Mickaël, et j'ajoute même, par exemple, pour la partie expérience, effectivement, je suis auditeur sur la norme ISO 27001, du fait que je sois dans le domaine de l'informatique, puis de la sécurité informatique, puis de la sécurité de l'information dans son ensemble. Je ne connais rien en gestion des énergies, donc je ne sais pas, personnellement, je me vois mal, je ne me sentirais pas légitime d'être auditeur, bien que ça peut venir avec, justement, avec des différentes expériences, avec les entreprises avec lesquelles je travaille. Je mets un peu la main dans le cercle vertueux du secteur de l'énergie. Bon, derrière, je vais, avec l'expérience, potentiellement m'orienter sur une voie de devenir auditeur dans le secteur de l'énergie. Et je dirais même que ça rejoint justement cet aspect compétence, que ça soit pour un junior ou pour un senior, la compétence derrière de cette expérience justement technique à la base, hein, comme je disais, informatique, sécurité de l'information, cette compétence de pouvoir prendre une dimension globale. On n'est plus sur de l'évaluation de l'outil technique, on va évaluer un système de management.
Donc, on ne va pas préférer telle version ou telle marque d'antivirus ou telle marque de VR, etc. Non, le principe, c'est pas celui-là, il est mieux que l'autre, c'est le suivi, le système de management par rapport aux outils qui sont déployés, qui s'occupe de mettre à jour, qui s'occupe de le superviser. Voilà, c'est cet aspect-là qui va être important de pouvoir déterminer, et c'est une compétence justement qui ressort de par l'expérience précédente. Oui, donc je suis d'accord avec vous deux. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Nicaise, donc, quand tu parlais de l'auditeur qui ne connaissait rien en technique ou bien en technologie. Et personnellement, j'en ai vu un déjà dans ma vie, donc il a bien fait l'audit, sauf que dans la partie technique, il ne savait même pas ce que c'est antivirus. Donc on lui a montré un outil, un removal tool, et puis il nous a demandé est-ce que ça fait des mises à jour ou pas. Bon, bref. Mais là, en fait, c'est pour qu'en fait, la question était profil idéal. Donc oui, ça peut faire l'affaire, mais pour moi, le profil idéal, c'est quelqu'un qui, pour la 27001 par exemple, quelqu'un qui a fait beaucoup de l'IT de manière générale, peut-être MCO, développement. Après, bien sûr, une couche de sécurité cybernétique, donc soit du pentest, soit de la sécurité défensive. Et bien, finalement, en fait, la partie VR, c'est en gouvernance, risque et conformité. Mais pas un seul projet, mais plusieurs. Pourquoi? Parce que durant l'audit, donc, je me suis toujours challengé, OK, c'est pas conforme. L'audit me répond, pourquoi c'est pas conforme? Donc, c'est à moi de lui comprendre pourquoi c'est pas conforme. Donc, si je n'ai pas un recul d'expérience, si je n'ai pas une bonne compréhension de la norme ISO 27001, si je ne sais pas bien en fait interpréter les clauses de la norme à les prendre contrôle, donc je ne vais pas m'en sortir. C'est pour en fait, c'est essentiel d'avoir beaucoup d'expérience sur la matière, donc sur le plan technique que organisationnel, et beaucoup d'expérience, beaucoup de projets dans beaucoup de secteurs, idéalement. Après, il y a des certifications à passer, par exemple, comme la 27001 lead auditeur, ou bien n'importe quel lead auditeur par chaque système de management. Par exemple, l'énergie, comme Judica l'a mentionné, donc ISO 51001, l'asset management 51000 et j'en passe, donc pour chaque domaine de management. Donc voilà, je pense qu'on est venu à la fin. Est-ce que vous avez des commentaires, d'autres choses à rajouter, Judicaël? On peut être un peu en mode discussion un peu plus libre. Effectivement, tu l'as souligné sur voilà, l'énergie, la qualité. On parlait de la 9001 qui est beaucoup plus connue pour le coup que la 27001, bien que là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, parce que derrière, avec les obligations européennes, notamment, je vais faire une petite parenthèse, voilà, directive NIS 2 qui doit être appliquée d'ici octobre 2024 pour tous les États membres de l'Union européenne, qui dit clairement inspirez-vous des normes ISO 27000. Donc derrière, voilà, il y a une sorte de remontée d'intérêt pour cette norme-là qui est récente, qui est assez jeune, elle est de 2005 à la base, je crois. Contrairement à la 9001 qui est beaucoup plus connue, qui est de 87 ou 89, quelque chose comme ça. Oui, dans ces eaux-là, oui. Voilà. Donc derrière, effectivement, je ne vais pas dire, il y a aujourd'hui, il y a une prise de conscience, je pense, le domaine de la sécurité de l'information de manière générale ayant vraiment évolué à une vitesse voilà, dépassant toute attente. Là, on s'oriente par exemple sur l'intelligence artificielle avec la norme ISO 42001. Voilà, il y a tous ces éléments-là où je pense sincèrement que le fait de connaître ces sujets, de pouvoir les auditer, ça permet derrière voilà, de mettre quelque chose de qualitatif sur la gestion de processus. Et derrière, ça a un impact sur l'organisation métier. Il y a 80% par exemple des entreprises qui ont suivi un processus de certification ISO 27001 qui reconnaissent que derrière, dans leur processus métier, ça a apporté quelque chose de positif et qu'il y a une plus-value. Alors que ce n'était pas le but initial de cette norme. Cette norme, le standard, c'est de pouvoir vérifier que l'entreprise répond aux exigences du référentiel pour pouvoir certifier un processus métier, une business unit, enfin. Et derrière, en fait, il y a vraiment cet aspect effet boule de neige, je dirais, entre un système de management qui est global et standardisé, qui derrière apporte une plus-value sur les processus métiers et donc la compétence même, ça optimise les compétences et la productivité, etc. des organismes.
Qu'est-ce que vous... Merci beaucoup, Kael. Nickel. C'est intéressant. Je rejoins totalement Jules Kael. Prenons un petit exemple, une DSI qui décide même de façon, j'allais dire totalement autonome, de mettre en fait en application pas l'entièreté des clauses 4 à 10, mais au moins l'annexe A, elle va finir par se retrouver en fait avec, j'allais dire, une structuration des processus qui sont très fluides, très matures. Voilà, j'ai vu des entreprises le faire, non pas dans un programme de certification, mais l'ont utilisé la norme plutôt comme, j'allais dire, guide de bonne pratique. Ils ont essayé de la mettre en œuvre, en fait, sans forcément l'approbation du top management. Voilà, mais en tout cas, ça a porté ses fruits. On a vu, j'allais dire, un organigramme de la DSI qui respecte justement les principes de la norme. On a vu un RSSI qui est carrément même au même niveau hiérarchique que le DSI, donc qui est rattaché, j'allais dire, au CEO. Voilà, et ça a apporté pas mal de bonnes choses en fait dans, j'allais dire, l'évolution de cette entreprise-là. Le fait est que la 27001 et j'allais dire son corollaire, la 27701, on n'en a pas parlé suffisamment. Voilà, est en train de monter, j'allais dire, dans la strate en fait des normes, mais c'est tout simplement parce que on va dire 80 à 90% maintenant des activités s'appuient sur l'IT, tout simplement. Donc l'IT est devenu, j'allais dire, le centre névralgique de développement, j'allais dire, des structures, en tout cas de ce 21e siècle-là. Et du coup, le risque, j'allais dire, de sécurité et l'information devient inhérent. Voilà, donc c'est ce qui fait que la 27001 et dernièrement avec le RGPD, la 27701, voilà, deviennent deux normes qui vraiment sont très importantes pour une entreprise, en tout cas à ce 21e siècle-là. D'accord, merci beaucoup. On est vraiment rentré dans le digital age, comme disait Abdelmalek. Exactement. D'accord, donc si vous n'avez pas d'autres commentaires, donc on va clôturer cette conférence. OK. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre temps et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Jukael, merci beaucoup, Nicaise, pour votre temps. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Merci. Et surtout, bonne fête de Noël. Et oui, bonne fête de fin d'année. On les a mérités. C'est fête de fin d'année. On les a mérités. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.